Bonjour et bienvenue dans ce deuxième webinaire de la Semaine de la Transformation 2024 de Julie Esterwen. Je suis Philippe You, je suis un des associés du cabinet et nous traiterons pendant cette heure d'un sujet intéressant qui est la gouvernance de la data, comment sécuriser la création de valeur de l'information, notamment pour l'intelligence artificielle. Avant de passer la parole à nos invités, quelques mots rapides sur Julie Esterwen pour celles et ceux d'entre nous qui ne me connaissent pas encore suffisamment. Donc, Julie Esterwen est un cabinet de conseil en stratégie, transformation et innovation français. Notre empreinte est indiquée en bas, donc 650 collaborateurs, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et une croissance continue depuis plusieurs années et notamment depuis 5 ans. Nous intervenons sur l'ensemble des volets de transformation de nos clients, que ce soit les aspects de business transformation, de people transformation, de transformation digitale et de système d'information ou de transformation agile dans les projets et à l'échelle, au niveau des départements et des organisations. Notre modèle est reconnu par les différents labels du secteur, que ce soit auprès de décideurs. Nous sommes classés incontournables ou excellents sur les 21 segments de marché sur lesquels nous intervenons. Nous disposons du label Excellence de BPI France depuis 5 ans. Nous sommes dans le top 1% des entreprises évaluées par EcoVadis et nous avons depuis plusieurs années le label Platinium, label Platine, ce qui nous rend très fiers en termes de RSE et en termes de Happy at Work et cabinet où il fait bon travailler. Nous sommes dans le top 1, le premier des entreprises de 500 à moins de 1000 salariés au classement Happy at Work de Choose My Company et également, cela nous rend très fiers. Nous investissons aussi beaucoup dans la recherche et le développement et avec des comités scientifiques, un certain nombre de parutions régulières dans les journaux et les sites du marché. Et nous participons et nous sommes fondateurs aussi de France FinTech, avec un rôle actif au sein de 50 Partners, l'incubateur. Voilà, c'est tout pour la présentation de JS. Donc, vous avez un canal qui est réservé pour pouvoir poser vos questions aux intervenants pendant l'échange. Nous, nous traiterons vos questions et les poserons soit au fil de l'eau, soit à la fin, selon l'échange. Alors, donc pour traiter de ce sujet très intéressant de gouvernance de la data, j'ai le plaisir d'être accompagné par deux intervenants experts. Donc, Isabelle Gomez Garcia de Soria, Group Chief Data and Analytics Officer chez L'Oréal. Bonjour Isabelle. Bonjour Philippe. Nicolas Chen, partenaire Julie Esterwen. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous les deux. Alors, donc pour commencer, Isabelle, pourquoi votre poste de Chief Data and Analytics Officer a-t-il été créé il y a 4 ans? Il a été créé chez L'Oréal. On a une tradition, il y a une façon de travailler chez L'Oréal. On dit saisir ce qui commence. En fait, on est très fort, pas forcément en innovation au début, mais en saisir ce qui est en train de commencer. Notre intérieur CEO, donc notre PDG, a bien saisi qu'il y avait quelque chose qui s'appelait la tech, et donc la beauty tech qui commençait. Et les briefs du début, c'était de dire, bon, nous sommes déjà les numéros 1 de la beauté, nous sommes les numéros 1 mondiaux de la beauté. Donc, bien évidemment, il faut qu'on soit les numéros 1 de la beauty tech. Donc, et les briefs initiaux, c'était de dire, pour devenir numéro 1 de la beauty tech, on doit devenir une data-driven company. Ce qui suppose devenir une data-driven company, c'est-à-dire une compagnie dans laquelle la donnée est bien gérée, on la connaît, on l'utilise, on a les bonnes compétences et on a les bons changements. Donc, c'est cette première volonté qui nous a poussé à travailler sur qu'est-ce que voudrait dire et comment y aller vers ces data-driven L'Oréal. Et nous avons commencé
Et c'est pas étonnant, hein, c'est ce qu'ont fait beaucoup des boîtes. On a commencé par la partie technologique, c'est-à-dire avec quel partenaire technologique nous souhaitions démarrer cette transformation. Donc, et assez rapidement, on a choisi Google pour nous accompagner avec la Google Cloud Platform, mais aussi rapidement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas avoir une plateforme avec tellement de possibilités devant nous sans savoir l'utiliser. Et donc, on s'était acheté, on s'était acheté une Lamborghini. Maintenant, comment on va la conduire? Donc, c'est à partir de là qu'on a créé ces CDAO avec je dirais, des guidelines principales et c'était tout. C'est-à-dire, il faut que la donnée soit gérée par les business, hein. Donc, on a volontairement décidé que ce poste-là n'est pas rattaché à la tech, n'est pas un poste tech, c'est un poste business. Et on a donné l'ownership de la donnée business. Et notre deuxième principe, c'est qu'il faut qu'on crée une organisation fédérée parce que c'est un peu comme ça qu'on travaille chez L'Oréal. C'est une compagnie très organique et très fédérée. Donc, on n'a pas souhaité centraliser tout de suite, mais plutôt et donner à la CDAO la capacité à fédérer une population data qui se trouve dans les différents métiers. Très bien. Merci Isabelle. Alors, donc on vient de voir pourquoi le poste de Chief Data Analytics Officer a été créé et sur quelle base. Nicolas, est-ce que cette façon de faire de L'Oréal est une façon qui est répandue ou est-ce que c'est plutôt une exception par ce qui peut être constaté sur le marché? C'est toujours un peu difficile de généraliser. Néanmoins, on peut extraire deux ou trois caractéristiques communes à ce que vient de décrire Isabelle. C'est que d'abord, beaucoup de nos entreprises clientes et de ce qu'on voit sur le marché ont enfin pris conscience de l'importance potentielle de la data dans leur business. Alors, la prise de conscience, elle est effectivement liée à un buzz qui traîne dans l'air depuis, on va dire, 4 ou 5 ans maintenant, quelque chose comme ça. Un peu plus si on considère le mot big data d'il y a quelques années. Mais là où il y a eu un changement assez radical, c'est que ces dernières années, la bonne utilisation de la donnée a convaincu de plus en plus de personnes d'y aller, de plus en plus de dirigeants d'y aller. Et au-delà du buzz, il y a sans doute une sincérité à se dire, OK, je ne sais pas si je peux être data-driven, mais au moins, je vais être data-centrique, je vais aller essayer d'attraper la donnée, au moins celle que je génère, et essayer d'en tirer le meilleur parti. Deuxième point commun avec ce qu'a décrit Isabelle, c'est que beaucoup de nos clients, et on le voit vraiment au quotidien sur le marché, ont commencé par la technologie. Voire se sont arrêtés à la technologie, malheureusement, mais bien souvent, ça fait longtemps qu'il existe des plateformes data dans lesquelles sont stockées avec force déploiement technologique, beaucoup de données, avec même à un moment, alors on le voit un peu moins ces derniers temps, mais à un moment, une sorte de course à l'armement qu'on a vu chez beaucoup de nos clients, en particulier dans le domaine financier, où quasiment le stockage de la donnée en soi devenait l'objectif, en se disant, bah, on ne sait pas trop quoi en faire, pour être honnête, mais on va stocker et puis à un moment donné, on va en tirer de la valeur. Euh, le malheur, c'est que ça marche pas tout à fait comme ça. Et ce qu'on a constaté, c'est que en approchant la question comme ça, eh bien, euh, assez peu de valeur a été dégagée par ces immenses data lakes ou data repositories, ou en tout cas pas beaucoup plus de valeur que celle qui était obtenue par d'autres moyens classiques de reporting dans les entreprises. Donc là où L'Oréal est assez atypique, et on y reviendra, mais c'est que le- cette volonté d'attraper le mouvement
quand il avait commencé, mais d'aller assez fort dans la logique, qu'Isabelle va nous présenter sans doute. C'est quelque chose qui est assez différent, parce que l'approche par la techno, souvent, a été le point d'arrivée de beaucoup de ces démarches qui ont un peu patiné. Merci Nicolas. Et donc effectivement, merci pour la transition. Donc Isabelle, justement, opérationnellement, comment est-ce que ça s'est passé chez L'Oréal donc? En fait, c'était passé, tout d'abord, on a créé donc cette CDAO rattachée au CFO. Alors, rattachée au CFO, pourquoi? Et d'un côté, parce que la finance a quand même une certaine structure et on cherchait à structurer. Hein. Enfin, L'Oréal, c'est une boîte très organique, très marketing. Il y avait beaucoup d'initiatives passées par là. On avait besoin d'un peu de structure. Mais surtout, on a un CFO qui a très, très vite, parce qu'il a évolué en Chine, parce qu'on a vu toute l'évolution de la donnée consommateur, une idée de dire que quand même la donnée, au-delà de délivrer de la valeur L'Oréal, va devenir une equity, ça va devenir quelque chose qu'on pourra valoriser dans l'entreprise. Donc, on est parti de ces constats et à partir de là, feuille blanche, par où on commence? Par où on commence? Est-ce qu'on commence par les use cases? Est-ce qu'on commence par tester des choses? Donc, enfin, on a commencé tout simplement par un plan stratégique. Et en travaillant, on s'est rendu compte que la première chose, si on veut être numéro un, c'est pouvoir se mesurer, savoir où nous en sommes. Et donc, on a testé notre maturité et on a quand même attesté qu'on était sur certains domaines de la data un peu nulle part. Hein. C'est-à-dire qu'on n'avait pas investi suffisamment par le passé, que ce soit de façon technologique ou organisationnelle. Donc, on a créé un premier plan stratégique qui était vu plutôt comme une dette qu'il fallait résoudre, qu'il fallait surmonter, sur laquelle il fallait investir massivement. Et si on voulait ensuite pouvoir utiliser la donnée. Puis on a construit cette plan stratégique sur trois piliers. Et les premières, c'était, bon, on s'est dit data ready for business. Il faut absolument que notre donnée soit prête pour pouvoir l'utiliser. Et donc là, c'est quel domaine data j'ai créé. On a créé 18 domaines data. Il fallait aussi trouver un domaine data, une légitimité business, une personne dans les business qui trouve cet ownership. À partir de là, on mesurait notre accessibilité, notre qualité, notre taxonomie, etc. Donc, un premier programme très axé sur la data, très axé sur les fondations. Mais cela dit, très rapidement, pendant les travaux, la vente continue. Et donc, on ne pouvait pas dire à nos business, bon, bah, vous attendez 3-4 ans, on va tout vous mettre d'équerre et puis après, vous démarrez. Donc, non, ils sont démarrés. Et donc, comment on adresse ces parties business ready for data? Donc, comment on commence à enclencher l'usage de la data et comment je gouverne, quels produits analytiques j'ai besoin, c'est quoi mes KPIs, etc. Donc, on construit ça et en même temps qu'on les construit, ben, on prend, lorsqu'il est nécessaire, des décisions tactiques. Hein. C'est-à-dire qu'il faut être très, très, très pragmatique. Donc, une stratégie bien définie, data ready, business ready, avec à tout moment la possibilité de faire des choix tactiques pour avancer et aussi pour tester. Hein. Testant là, c'est très important. Et après, on s'est dit, bon, il nous faut un pilier RH, hein, c'est notre troisième pilier, People Ready for Data. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être un data expert chez L'Oréal? Combien on en a? Où ils sont dans l'organisation? On ne savait pas au début, quand j'ai commencé. On est 10, on est 15, on est 3000. Donc, on a construit toute une architecture de job. On a fait venir un DRH de la data et en même temps qu'on structure notre expertise, une bonne architecture, on est capable de distribuer la ressource là où il faut, plus proche des business, plus centralisé et pays, zone globale. On travaille aussi dans l'upskilling, c'est-à-dire comment je dois pas seulement former mes experts data, mais aussi upskiller l'ensemble de la population L'Oréal pour devenir, encore une fois, notre objectif data-driven company. Merci Isabelle. Et donc effectivement, trois piliers.
Data ready for business, ça, c'est le premier. Business ready for data, le deuxième. Et le troisième, qui est très important aussi, qu'on a souvent tendance, enfin, qu'on avait souvent tendance à oublier avant, et qu'on oublie de moins en moins maintenant, people ready for data, donc l'aspect people. C'est un modèle intéressant, qui est pratique, pragmatique, donc qui est issu de l'expérience. Et donc Nicolas, donc si on reprend, si on refait un pas, donc un pas de recul, euh, quid des projets ailleurs que chez L'Oréal? Est-ce qu'on bâtit sur ces trois piliers ou sur des piliers comparables? Je dirais volontiers, si seulement. Si seulement le fait est que si c'est Isabelle qui est notre invitée aujourd'hui, c'est que le niveau de maturité qu'on constate chez la plupart de nos clients sur ces questions de la gouvernance data est en moyenne beaucoup plus faible que que ce qu'elle vient de décrire. Euh, il y a sans doute plusieurs raisons à ça. La première raison que je vais mettre en avant, c'est que souvent la notion même de gouvernance de la donnée est une notion qui arrive, qui n'arrive que très tard, voire qui n'arrive pas dans la façon dont les entreprises gèrent leur information et surtout enfin, vont aller chercher la valeur dans cette donnée. Euh, une façon de présenter, même si elle est très discutable, c'est qu'il y a quand même trois pôles quand on veut extraire la valeur de la donnée. Il y a les cas d'usage qui sont orientés business, et là, clairement, tout le monde y pense. Comment je vais utiliser ma donnée quelle valeur ça va m'apporter? Est-ce que je peux aller chercher plus de valeur pour mes clients ou par mes clients. Enfin, bref, ces questions-là, elles arrivent tout de suite et sont des questions qui sont évidemment au cœur de la problématique. À l'autre bout du spectre, on a très vite le réflexe de dire, ah bah oui, mais pour obtenir ces cas d'usage, il faut que j'ai de la technologie. Et donc, on en a parlé tout à l'heure, on met en place plein de techno, plein de moyens, des belles plateformes, du cloud, il y a des services qui sont tout à fait bien organisés pour répondre aux questions posées. C'est parfait, sauf que en fait, il y a une troisième branche au triangle de la donnée qui est la gouvernance, qui est le fait de permettre, comme vient de le décrire Isabelle, qui est de permettre de faire fonctionner la technologie au service des use cases et d'avoir des use cases qui sont euh, exécutable, pragmatique, euh, parce qu'il repose sur la donnée ou des technos existantes. Cet équilibre-là, en fait, la cohérence d'ensemble de l'utilisation de la donnée, c'est le fait de parvenir à mener les trois branches, les trois sommets du triangle en même temps. Et si on n'y arrive pas, eh bien, vous n'avez pas la cohérence des cas d'usage ou vous utilisez mal vos technologies. Et pour répondre à ta question, Philippe, ce qu'on constate, c'est que bien souvent chez nos clients, la question de la gouvernance arrive tard, très tard, et souvent essaye de courir derrière des métiers qui ont envie de cas d'usage extrêmement poussés, des technos qui sont là, mais qui n'arrivent pas à dialoguer avec les métiers. Et en fait, eh ben, malheureusement, tout ça, ça ne marche pas très bien. Et chacun, évidemment, se rejette la faute. Les dirigeants frustrés d'avoir mis beaucoup de moyens voient rien d'autre que leur reporting classique ou à peine mieux. Les métiers à qui on a promis monts et merveilles en matière de techno et de cas d'usage sont limités à quelques proof of concept, hein, dans le meilleur des cas. Et puis, les technologues expliquent à qui veut bien entendre qu'ils ont plein de données, mais que personne ne sait ce qu'il veut. Et donc, bref. Donc, pour répondre à la question, malheureusement, ça marche pas toujours comme ça. Alors, nous, en quelque sorte, consultants, ça nous déplaît pas parce que ça nous permet d'aider nos clients à progresser, certes.
Mais c'est dommage parce qu'on voit beaucoup de cas de mauvaise gouvernance de la donnée qui empêchent l'expression de très bons cas d'usage. Un cas très classique que beaucoup de nos auditeurs doivent avoir, c'est la mise en qualité de la donnée. Bien souvent, la mise en qualité, elle est faite sur un périmètre limité au proof of concept d'un cas d'usage. Très bien, c'est magnifique, ça délivre la valeur sur un périmètre très restreint de l'entreprise. Et puis, quand la question se pose de passer à l'échelle, et là, ouf, ah ouais, mais ça va coûter cher, il faut mettre en qualité la donnée. Enfin, bref, tout ça est très compliqué, peut l'être en tout cas si c'est pas fait de manière cohérente entre les métiers, la techno et la gouvernance de la donnée. Effectivement, il y a un bon équilibre à trouver, comme souvent dans des sujets de transformation. Et donc, je reviens à toi, Isabelle. Ouais. Donc, tu nous as expliqué la genèse de ta mission, de ton poste, les trois piliers, l'approche en trois piliers, donc data ready for business, business ready for data, puis people ready for data. Euh, Quel retour d'expérience, voilà, donc au-delà de l'approche qui fonctionne souvent bien sur le papier, je rebondis sur ce que vient de dire Nicolas. euh, quel, quel retour d'expérience faire sur ce qui a été mis en œuvre chez L'Oréal? Quel conseil pour réussir la transfo data-driven? Quels écueils à éviter? Voilà. Bah, bon, tout d'abord, avant de vraiment parler des quelques concepts qui me paraissent essentiels, je reviens sur l'équilibre, hein, sur ces trois volets, use case, data et tech. Nous, plus qu'un équilibre, on l'appelle un triangle magique, en fait, hein. C'est essentiel, hein, et on l'appelle triangle magique parce que c'est essentiel qu'on avance tous en même temps. Et en fait, la donnée, moi, j'ai dit, data is a job of many. C'est un travail où il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Et en fait, pourquoi nous, on a créé ces triangles? C'est parce qu'il nous paraissait inviable dans une boîte comme L'Oréal que d'avoir une seule personne, une seule équipe, une seule organisation qui puisse porter la totalité de ces transformations data. Et c'est pour ça que j'ai rejoint Nicolas sous l'effet on ne peut pas laisser un côté oublié. De toute façon, ça ne marchera pas. Et nous, on l'a vécu, c'est-à-dire que sur la partie use case et des idées, je vous donne un exemple, on en avait des centaines, hein. On est une boîte très créative. Aucun de nos meilleurs use cases, avant d'avoir mis en place une gouvernance, ne pouvait se mettre à l'échelle, puisqu'aucun pays, aucune division ou marque parlait les mêmes langages data. Donc, j'insiste que c'est plus qu'un équilibre, c'est un vrai triangle magique qu'il faut quand même faire fonctionner et tout le temps. Donc, c'est un des challenges. Alors, si je reviens sur les facteurs clés du succès, bon, d'abord, malgré tout, ça demande un sponsorship très important. C'est-à-dire que si j'ai été capable de faire ce que j'ai pu mettre en place en partant d'une feuille blanche, c'est parce que j'ai eu quand même derrière un sponsorship continu et soutenu du numéro un de l'entreprise, notre CEO Nicolas Hieronymus, du numéro 2, qui est de Michel Barbara Lavernos en charge de la recherche, l'innovation et la tech, et du numéro 3 qui est le CFO de L'Oréal. Donc, ces sponsorships sont nécessaires et pas qu'au début, mais vraiment dans la durée. Parce que des fois, c'est quelque chose qui relève de la foi, hein. Il faut tenir. Construire des fondations, c'est quelque chose qui prend du temps. Et dans une boîte marketing, hein, nos produits, hein, un produit c'est créé on lance énormément de produits chaque année. Et donc, dans une boîte marketing, on est en continu en train de développer des produits. Et en fait, et le lancement du produit, c'est la fin de l'histoire. Dans la data, le lancement du produit, c'est le début de l'histoire. Donc, en fait, il faut un sponsor continu. Et
il faut aussi mettre les moyens, hein, c'est-à-dire que et, et ça c'est très lié aussi à la culture de l'entreprise parce que ça serait mon deuxième succès, c'est comment on construit une histoire data, une histoire des transformations, des gouvernances et des technologies qui est ancrée dans la culture de l'entreprise. L'Oréal, nous, on aime bien être numéro un, on n'aime pas être numéro deux. Et je suppose que c'est le cas de tout le monde, mais nous, on l'affiche, on est number one. Bah, si on est numéro un, si on l'est sur la beauté, on l'est sur la data. Et donc, ça suppose qu'on met des moyens, et parce qu'on a cet objectif dans notre culture, saisir ce qui commence et devenir le numéro un dans ce qui commence. Donc, il est très, très important de construire une organisation, une approche, une stratégie qui trouve des liens avec la culture de l'entreprise. Et puisque, comme j'ai dit, c'est un travail tellement collaboratif, tellement de tous, qui à la fois les sponsorships et la culture et doivent se retrouver dans une stratégie data si on veut qu'ils tiennent à long terme. Nous, ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans qu'on a démarré. Lorsque j'avais démarré, j'avais lu que la durée de vie moyenne d'un CDAO, c'était de 2 ans à 2 ans et 4 mois. Et bah, me suis dit, bon, déjà, on va y aller. Et en fait, c'est ces combinaisons de sponsorship et d'adhérer continuellement à la culture qui fait qu'après 4 ans, on est toujours là, avec beaucoup, beaucoup de choses à faire encore. Euh, alors, justement, toujours pour rester dans le sujet, donc on parle d'organisation, de sponsorship à haut niveau, effectivement, donc ce qui est bien. Et pour poser une des questions usuelles, puisqu'en fait, on crée une organisation à côté ou en complément Mm. d'une organisation déjà existante. Alors, comment se passe la relation avec le DSI, par exemple? Alors, bah, déjà, nous, au début, la première question qu'on se pose, est-ce que l'orientation TIA doit faire partie ou pas de la DSI? Et ben, nous, à ça, on a répondu non. Parce qu'on voulait tout simplement que ce soit les business qui s'approprient la donnée. Chez L'Oréal, si on disait que c'était à la DSI, je peux vous assurer que les niveaux d'intérêt du business pour la donnée allaient vite faire les tours. Donc, dans ces cas-là, on s'est dit, on ne les met pas. Par contre, on est quand même, c'est un partenaire fondamental. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'ai une plateforme, etc. Donc, dans mon cas, en effet, je rapporte au CFO, mais j'ai aussi un rapport fonctionnel donc notre directrice générale recherche et développement et tech, et puisque une partie essentielle de mon travail se réalise via la tech. Et après, bon, bah, c'est parti plus use case, et c'est là où on arrive à intégrer les business, l'IA, tous ces sujets qui vont arriver. C'est comment maintenant on part d'un sujet qui est très back des signes, hein, la data, la gouvernance, etc. Rien des très, je dirais, rien des très exotiques hein, dans un monde de marketing, hein, ce que lutter contre vraiment, est-ce qu'il y a un produit, est-ce qu'il y a la beauté en venir avec la gouvernance, c'est à ces moments-là on fait comprendre qu'il n'y a pas d'IA, il n'y a pas de use case qui, qui peut vraiment fonctionner si on n'a pas derrière un dataset, une gouvernance, etc. Et nos propres business aujourd'hui parlent des shared datasets. Et en fait, on a réussi à créer dans les business des terminologies très data governance, mais parce qu'il est éminemment pragmatique pour eux. Ils ne démarrent pas un projet aujourd'hui. Et on est parti il y a 4 ans, on lançait avec un accélérateur des use cases parce qu'il fallait aussi laisser les business tester, se challenger sur en quoi l'IA va changer notre métier. Et de plus en plus, ces accélérateurs ils reviennent et sur la tech. C'est-à-dire, on ne peut pas faire juste des use cases IA dans une petite
plateformes avec des fichiers, etc. Donc, il revient vers la technologie, mais aussi il revient vers la gouvernance data. Et aujourd'hui, à la fois, on ne démarre pas un projet qui n'a pas une vraie data readiness assessment, comme on dit, et qui n'a pas vraiment sa place dans notre plateforme data. D'accord. Merci pour cette réponse. Effectivement, donc c'est ce qui permet de passer on a commencé donc, data-driven vers l'IA là, sur ce dernier point. Effectivement, assez important que les équipes et les projets qui démarrent soient vus par les équipes données notamment. Peut-être une question, je vais prendre une question parmi celles qu'on a reçues. Justement, sur les cas d'usage, comment mesure-t-on les retours sur investissement obtenus sur les cas d'usage? Data que vous avez traité. Et alors ça, c'est un gros sujet, les retours sur investissement. Je pense il y a deux types de projets data qu'on a aujourd'hui. C'est dont les retours sur investissement n'est pas évident à démontrer. C'est plus qualitatif. Encore une fois, la mise en place d'une gouvernance, je trouve qu'il n'a pas un ROI comme on l'entend. Nous avons investi depuis 3-4 ans des millions, plusieurs centaines de millions dans une gouvernance. Il n'y a pas un seul projet qui puisse avoir un payback. Mais ça, pour moi, c'est soit les leapfrog, la dette, c'est un investissement. Donc, je pense qu'il faut séparer ces parties fondationnelles. Si on essaie de trouver un ROI à la partie fondationnelle de la data, on va jamais aller dans l'ambition nécessaire pour changer une entreprise. Donc, il faut aller chercher un sujet différent. Pour nous, c'était une dette à résoudre. Pour nous, c'était devenir numéro un. Pour nous, c'est expliquer, vous savez même pas à l'instant combien d'employés il y en a chez L'Oréal ou quel est mon stock. Donc, vraiment, on a un truc de dire, on a une étape à franchir et c'est là il faut la faire. Parce que si vous voulez aller là-haut, si vous ne franchissez pas cette étape, on est arrivé loin. Ça, première chose. Deuxième, il y a quand même des use cases sur lesquels, en effet, l'ROI joue une partie très importante. Et c'est là où les choix des premiers use cases à tester est important. Et là, ça j'ai envie de dire, c'est très différent dans chaque entreprise. Tout le monde avait une idée, je voulais faire de l'IA pour telle ou telle chose pour nous. Je dirais, un use case très, très, très intéressant et qui permet de dégager beaucoup des top lines, c'est que nous sommes les troisièmes annonceurs au monde en termes d'investissement de publicité. On est les numéro 3 au monde. On investit des milliards en publicité parce que c'est comme ça qu'on nourrit notre business. Dans les marketing mix, il y a quand même des gains à aller chercher. Si on est les troisièmes annonceurs au monde, si on arrive à mieux gérer notre marketing mix, surtout dans un monde où les canaux des marketing, avant c'était la presse et la télévision, maintenant c'est tellement compliqué avec les digitales, les influenceurs, les key opinion leaders, etc. Là, il y a un vrai use case, donc là, il faut y aller. On investit et on voit les résultats assez vite parce que voilà, c'est là. Deuxième sujet pour nous, c'est les consommateurs. Et c'est comment on va aller acquérir, fidéliser et mieux connaître nos consommateurs. Nous étant une boîte qui est très B2B, puisque c'est via des retailers. Donc, comment on va aller chercher cette information consommateur? Donc, forcément, là, c'est une autre poche des gains. Là, on peut trouver de l'ROI. Concrètement. Et la troisième, c'est comment on optimise notre supply chain, comment on optimise notre chaîne de distribution. Vous voyez, là, ce sont des sujets business, des use cases dans lesquels on peut trouver un ROI et on peut démontrer qu'en travaillant avec la data. Et pour les autres, il ne faut peut-être pas s'acharner à chercher l'ROI, mais plutôt chercher et les qualitatifs et les niveaux de maturité et la vision plus long terme. Et, après, moi, j'ai la chance d'avoir un chef, un CFO. Donc, la grande question, c'est
c'est pas. Bien sûr, on s'intéresse énormément à l'investissement en chiffres, mais son problème, c'est pas tellement s'il a mis trop d'argent, mais est-ce qu'il n'est pas en train de mettre assez? Hein, voilà, il dit, est-ce que je ne suis pas en train de ne pas mettre assez? Et si je dois mettre de l'argent, où je les mets? Donc, c'est vraiment ça la vision. On veut devenir numéro un, il va falloir investir. Et nous, on ne veut pas se tromper dans où mettre notre argent. C'est pas tellement est-ce qu'on va mettre ou pas, c'est où on va la mettre. Ça, pour moi, c'est clé. Très bien. Merci Isabelle. Alors, je reviens à Nicolas. Donc, Nicolas, donc pour revenir sur la question data, IA, donc comment passe-t-on, enfin, voilà, comment passe-t-on de data-driven, d'entreprise data-driven à une entreprise avec IA? Alors ça, on ne sait pas encore exactement, ou en tout cas, on ne sait pas partout, dans la mesure où on n'a pas encore suffisamment de recul. On a quelques beaux exemples, mais concernant la plupart des cas d'usage IA, on n'est encore que dans les premières années sur le sujet. Alors certes, il y a pas mal d'entreprises qui utilisent des modèles d'intelligence artificielle depuis très longtemps. Il y a du machine learning dans les entreprises, dans certaines entreprises depuis plusieurs années. Le, ce qu'on peut dire pour faire le lien avec le début de la conversation, c'est que euh, quoi qu'on en dise, pour avoir des cas d'usage d'intelligence artificielle qui portent leur valeur, il faut une donnée de qualité. On a plusieurs exemples chez Juliette Sterwen. J'en ai un en tête qui est vraiment très intéressant parce que au fond, très facile à comprendre et assez classique, mais qui a quand même demandé beaucoup de discipline concernant la gouvernance de la donnée. C'est le cas d'un chatbot dans un groupe d'assurance, un robot pour traiter de manière automatique les flux entrants de mails ou les flux téléphoniques de réclamation. Et pour faire ça, les outils sont des outils qui sont aujourd'hui très classiques, hein, de NLP, sont des outils de lecture, d'analyse sémantique, enfin bref, des choses qui existent maintenant depuis plusieurs années. Sauf que c'est bien beau de savoir, de connaître et de comprendre les messages qui sont envoyés. Maintenant, il faut, pour automatiser le processus, il faut comprendre quel type de réponse y apporter. Et pour comprendre quel type de réponse y apporter, en fait, il faut apprendre à l'outil, il faut apprendre à l'intelligence artificielle, il faut l'enseigner. Et pour l'entraîner, pour son éducation, si j'ose dire, il faut un très grand nombre de données qui soient, un, de qualité, deux, évidemment fiabilisées en termes de contenu, et puis trois, labellisées pour que, évidemment, on ne réponde pas à côté de la question qui est posée. Pour avoir cette grande quantité de données, pour que le cas d'usage devienne effectif, on parle d'un taux d'automatisation de réponse des robots qui peut frôler les 80%, quelque chose comme ça, de taux de réponse pertinente, eh bien, c'est une histoire de plusieurs années, en tout cas au moins 18 mois, de façon à pouvoir arriver à un résultat qui soit tangible. Et comme le disait Isabelle tout à l'heure, et j'ai trouvé l'expression tout à fait pertinente, c'est pour que ça marche, à un moment donné, il faut quand même un acte de foi, parce que le ROI, on commence à en voir des ROI, celui que je viens de vous décrire est porteur de ROI, mais ça viendra sans doute globalement plus tard dans la plupart des entreprises. Et donc, le fait est que ce soit pour les cas d'usage d'intelligence artificielle, de machine learning, ou même de Gen AI, hein, puisque c'est à la mode ces temps-ci. Dans tous les cas, il faut éduquer les intelligences artificielles, il faut éduquer les machines, il faut leur apporter du contenu qui soit conforme
au processus de l'entreprise, qui soit conforme aux éléments de langage, qui soit conforme voire à la culture de l'entreprise. Et pour faire ça, eh bien, là encore, il faut une gouvernance de la donnée qui soit impeccable euh, pour pouvoir alimenter convenablement, de manière fiable, toutes ces technologies qui sont des outils qui viennent se poser sur l'or gris. Je ne sais plus quelle est la couleur de l'or de la data, mais bref, l'or gris de la data. Et ça, pardon d'insister, hein, mais c'est l'objet de ce webinaire, mais vraiment, la gouvernance de la donnée est centrale, tant pour les cas d'usage analytics que pour les cas d'usage IA. Très bien. Alors, je prends les questions à la volée, donc, parmi quelques questions qui nous ont été posées. Et donc sur un point intéressant qui est donc, l'aspect accompagnement du changement, soft skills. Une question intéressante. Alors vous me direz lequel de vous deux veut répondre en premier, lequel ou laquelle, enfin qui de vous deux. Voilà. Selon vous, quels aspects de la culture d'entreprise sont clés pour que la démarche data-driven fonctionne dans la durée? Moi, je peux avoir une expérience. Vas-y, Je vas-y. pense que tous les aspects de la culture d'entreprise sont à prendre en compte. Alors, je pense que c'est vraiment une culture qu'on va devoir changer un peu, mais voilà, il faut d'abord la culture, il faut la comprendre. Alors, nous, il faut l'adopter, ces cultures, hein. C'est pour ça on discute beaucoup des benchmarks, qui fait quoi, etc. En fait, il n'y a pas une seule organisation de data qu'on puisse benchmarker facilement parce que si vous allez dans vos entreprises, vous regardez, vous venez voir L'Oréal, mais je vais voir Danone, etc. Chaque organisation de data est différente parce qu'en fait, celles qui fonctionnent sont complètement ancrées dans la culture d'entreprise. Donc là, je pense qu'il faut embrasser la culture en soi. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit à un moment donné, parce qu'on a commencé en tant que communauté, c'est dit, faut qu'on crée un manifeste, en fait. On a listé ce que sont les comportements que nous, on pense qu'une data-driven entreprise devrait en avoir. Donc, et là, on n'a parlé pas des cultures, on a parlé des behaviors. Et il faut on partage la donnée. Il faut qu'on s'intéresse à s'upskiller. Enfin, il y a un ensemble des sujets. On a pris ces comportements qu'on voulait vraiment avoir. Il y en a pris celles qui sont très L'Oréal, qui sont un peu opposées ou peut-être pas très alignées. Et c'est à partir de là qu'on a créé notre manifeste, c'est-à-dire quel comportement de L'Oréal on voudrait faire évoluer pour devenir data-driven company. Donc, en fait, on a embrassé la culture, on a vu les behaviors, on a choisi celles qu'on pourrait faire évoluer. Et c'est à partir de là qu'on a créé notre manifesto et qu'on agit dans la culture d'entreprise et pour changer. Donc, en fait, on vient pas, je vais changer la culture d'entreprise, non, je vais changer quelques comportements et ancrer de la culture parce que c'est sur ces 4 ou 5 comportements que si j'agis et si j'ai fait basculer les gens et tout en gardant la culture de l'entreprise, on va pouvoir devenir plus data-driven. C'est comme ça que nous avons travaillé cet aspect des cultures. Merci Isabelle. Nicolas, complément parce que Oui, peut-être en 2 mots, je suis complètement d'accord sur le fait que on change. La data en elle-même va pas changer la culture de l'entreprise. Elle peut faire changer enfin, la volonté d'être data-driven va sans doute altérer un certain nombre de comportements. Mais comme L'Oréal en est un bon exemple, il faut bien mettre en avant qu'il y a une nécessité très très forte d'avoir un très fort sponsorship. Ah, ça, c'est La vraie difficulté qu'on a vue sur la data, et je mettrais bien un billet sur le fait qu'on le verra encore plus sur les problématiques autour de l'IA, c'est que beaucoup de dirigeants voient ça comme une sorte de baguette magique, un truc un peu
un, un peu, ouais, magique est le mot, hein, ça relève de la sorcellerie, alors qu'en fait, c'est un peu, c'est beaucoup de discipline, c'est beaucoup de partage, c'est une compréhension profonde et commune des éléments partagés dans l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est assez facile, je dirais, à obtenir dans des entreprises très centralisées, où on doit pouvoir imposer. Alors, malheureusement, souvent, ces entreprises reposent sur des systèmes d'information qui ne sont pas toujours up-to-date, donc c'est pas si facile après de mettre en place le sommet technologique du triangle magique dont on a parlé. En revanche, dans des entreprises beaucoup plus fédérales où des juxtapositions de business les uns à côté des autres, eh bien, c'est beaucoup plus dur de mettre en commun, c'est beaucoup plus dur de partager les datasets, c'est beaucoup plus dur de se mettre d'accord sur les valeurs sémantiques des objets de gestion. Et je ne citerai pas son nom, mais on a un très grand client industriel. Je ne citerai pas son nom, parce que je vais dire une pas gentillesse, dont le CDO est un homme qui est valeureux parce qu'il se bat au quotidien avec les différentes divisions de l'entreprise, ne serait-ce que pour les faire se mettre d'accord sur ce que c'est qu'un client, tout simplement. Juste la notion de client, elle est au sein de la myriade d'entreprises de son groupe, elle n'est pas partagée. Alors, vous allez me dire que c'est trivial, sauf que bah, quand on ne sait pas qui sont les clients, c'est un peu difficile de faire des analyses transversales aux différents business. Et c'est aussi bête et simple que ça. Et s'il n'y arrive pas aujourd'hui, bah, c'est parce qu'il y a des résistances, c'est parce que le sponsorship n'est pas assez haut, c'est parce que la communauté des CDO, elle n'est pas fédérée, et toutes raisons qui font que euh, ces questions de changement, ces questions d'organisation sont au cœur sincèrement de la réussite de la mise en place d'une société, enfin d'une organisation data-driven. Et la contrepartie de cette difficulté, c'est qu'en fait, eh bien, pas mal de ces organisations créent, euh, pour des raisons d'agilité, pour des raisons de praticité, créer des entités data ou IA qui sont découplées du reste de l'entreprise, qui peuvent avoir quelques succès ponctuellement. Très sincèrement, j'y crois pas à long terme. Je pense que l'approche de L'Oréal sera à terme beaucoup plus performante parce que elle va tirer parti de l'intégralité de la data de l'entreprise et pas seulement de ce qui sera vu par une équipe aussi brillante et aussi agile qu'elle puisse être dans un coin de l'entreprise. Ok. Alors, une autre question euh, concernant l'IA. Donc, et concernant l'IA Act, donc on parle, donc il y a l'IA Act qui a été validé et communiqué récemment. Avez-vous déjà commencé à vous préparer à l'arrivée de l'IA Act? Et si oui, de quelle manière? Alors, oui. Alors, pour répondre, oui, en fait, on s'est préparé à l'arrivée de l'IA-Act, mais en fait, on s'était préparé même avant que l'IA-Act était quelque chose qui était même dans la tête des non-gouvernants européens. C'est-à-dire, nous, on ne l'a pas approché comme il faut se préparer pour l'IA-Act. Nous, on l'a approché comment il faut se préparer sur les prochains challenges de la data. Et on n'en a pas parlé beaucoup ici, mais au-delà de notre triangle magique, il y a deux sujets qui sont extrêmement importants dans notre transformation data, sont les notions d'éthique. Euh, Bien sûr, privacy, mais privacy pour moi, c'est un no-brainer, mais c'est l'éthique. Et deux, c'est la sustainability, hein, la partie environnementale. Et nous, on l'a embrassé depuis le début assez rapidement. Je ne dirais pas la première année, soyons clairs, hein, parce qu'on était plus en train de structurer nos organisations, nos data, mais dès la deuxième année, on s'est déjà commencé à poser la question
si on utilise de plus en plus la donnée, on utilise de plus en plus des ressources naturelles, on consomme de plus en plus, comment on peut construire une transformation data qui soit alignée avec nos objectifs, encore une fois, business et compagnie, et de notre programme L'Oréal for the Future. Donc et là, depuis le début, c'était pour moi une demande business que nous, on devait faire une transformation data qui s'insère dans notre objectif de L'Oréal for the Future. De façon, c'est comment nous, on aide notre métier à mesurer la performance pour arriver à leur objectif et de sustainability, mais comment nous, on délivre aussi une consommation de la donnée qui est alignée avec des objectifs. Donc, il ne faut pas juste consommer de la donnée parce qu'on consomme de la donnée. Ça, c'est la première chose. Et sur l'éthique, on est éminemment une boîte dont l'éthique, c'est très, très, très important. Donc, on n'a pas attendu un IACT ou un quelconque principe éthique qui puisse venir de l'extérieur pour créer les nôtres. Depuis les débuts, avec nos utilisations des virtual try-ons, des diagnostics, des données personnelles. Et encore une fois, on revient à la culture de l'entreprise. On a fait une transformation data qui est ancrée aussi dans l'éthique de l'entreprise. Donc voilà, oui, et après, bien évidemment, on a nos correspondants qui discutent et qui nous informent de tout ce qui est dans l'IACT, mais pas qu'à l'Europe, tout ce qui se passe autour du monde. Mais en fait, nous, on s'était déjà préparés parce que ça fait partie intégrante de la culture de L'Oréal. Très bien. C'est fort. C'est fort parce que ça, c'est pas du tout ce qu'on voit chez nos clients en moyenne, j'entends. Hein. Évidemment, certains clients ont le même type de posture, mais pour être tout à fait honnête, l'IACT, chez beaucoup de nos interlocuteurs, euh, c'est un peu c'est un peu le truc qui va nous empêcher de jouer vraiment comme on voulait jouer. Et c'est limite un facteur de frustration parce que les clients dont je parle, auxquels je pense, sont souvent ceux qui ont traîné un peu les pieds pour le RGPD. La privacy, ouais, bon, c'est sympa 2 minutes, mais quand même, c'est très embêtant pour ce que ça apporte. Et donc, l'IA-Act, c'est encore pire. On commençait à pouvoir faire quelque chose de nos données clients ou de nos données de production. Et là, on nous empêche de le faire, c'est horrible. Alors, je caricature un tout petit peu, certes, mais pas tant que ça, hein, malheureusement. Et donc, l'IA-Act, je pense, va. Alors, j'aimerais que l'IA-Act oblige, oblige les entreprises à vraiment réfléchir à la portée des cas d'usage d'intelligence artificielle, oblige à réfléchir à euh, OK, mais la valeur que je cherche à obtenir, est-ce qu'elle est éthique? Le mot a été cité. Est-ce qu'elle est d'un point de vue données personnelles raisonnable? Le dernier point que tu as évoqué, Isabelle, et je le trouve très intéressant, c'est celui de la sustainability. Là, les niveaux de calcul qu'on commence à voir sur des cas d'usage data où il y a chez nos clients, qui sont pour beaucoup d'entre eux sur des plateformes cloud, bien entendu, eh bien, commencent à avoir des coûts significatifs. On parlait du ROI tout à l'heure. Alors, le ROI top line, il n'est pas toujours facile à établir. En revanche, les coûts, eux, le sont plus facilement. Et s'il y a les coûts financiers, il y a aussi les coûts en carbone. Et ça, l'arrivée de la réglementation CSRD, l'arrivée de la nécessité de faire des déclarations ESG, va aussi dans le sens d'avoir une gouvernance IA et data qui va aider tout le monde à stabiliser un peu tout ça, à donner des règles, peut-être
à établir ce que vous avez fait côté L'Oréal, c'est-à-dire un manifeste qui justement va poser des limites à ce qui est faisable et à ce qui est souhaitable. On peut l'espérer en tout cas. Mhm. Merci Nicolas pour ce complément. Alors il est 5h moins 5, il nous reste 5 minutes. On a le temps de prendre une dernière question. Euh, alors pour Isabelle, donc, question posée par nos auditeurs. Pour entretenir la dynamique de transformation de l'entreprise et la confiance du codir COMEX, le Chief Data Officer Analytics doit communiquer sur les résultats obtenus et ou sur l'efficacité de son action. Donc, quel est ton retour d'expérience et où les bonnes pratiques que tu pourrais partager? Euh, alors, comment j'entretiens les sponsorships? Bon, tout d'abord, je pense qu'il faut... on n'entretient pas de la même façon la première, la deuxième, la troisième, la quatrième année. Et en fait, ça change chaque année. Au début, honnêtement, je n'allais pas trop en COMEX parce que mon sujet au début, c'était comment je peux obtenir les sponsorships des personnes clés. C'est mon CEO, mon CFO et la technologie. Et parce que dans 6 mois de marketing, venir présenter, je vais faire un plan de data governance, qu'on le veuille ou pas, ça n'a pas réveillé l'intérêt des Lancôme, des Prada, des L'Oréal Paris qui ont ces les 10. Et fine, hein, ça m'est pareil, ça m'est très... Mais moi, je n'avais pas besoin de adhérer, j'avais besoin de trouver les moyens pour préparer les fondations. Et en effet, des fois, moi-même, quand j'ai demandé à ma chef, est-ce que j'y vais en COMEX, elle me dit, mais en fait, ça ne les intéresse pas. Donc, on a avancé comme ça. Donc, au début, on était heroes. Hein, c'est ce que nous-mêmes, on s'appelait des heroes parce qu'on a commencé à construire quelque chose un peu back the scene, mais avec beaucoup d'investissement. Donc, bon, voilà, on a fait ça. Après, on a commencé à créer la communauté. Là, on a commencé à toucher un tout petit peu, un peu plus les gens, quelques use cases. Et là, il a fallu commencer à communiquer sur pourquoi on fait ça. Hein. Donc, on a communiqué sur les why. Hein. On ne communique pas sur les what ou les how parce que là, vraiment, on va les perdre. Hein. Donc, pareil, parler d'une plateforme à des gens qui sont vraiment beaucoup dans les marketing. Donc, après, on a commencé à construire une histoire et en quoi la data va changer la vie des L'Oréaliens. Et c'est là, à ce moment-là, après 3 4 ans, que la vague, hein, moi je parlais des vagues, là, il arrive à tous les utilisateurs. Là, c'est quoi? Nous, on a une axe qui est la simplicité. Hein, parce que dans une boîte comme L'Oréal, la data apporte de la simplicité. Et puis, le deuxième axe, c'est la data democratization. Une fois qu'on trouve les why, parce qu'on va simplifier, on va démocratiser, là, maintenant, là, je suis venue au COMEX, et j'expliquais en quoi on va simplifier la vie des employés, en quoi on va démocratiser l'accès à la donnée et en quoi cela va changer les business. Là, à ce moment-là, ça touche tout le monde. Là, on peut présenter portail, on peut présenter des choses, ça commence à être plus visuel. Et on est là, et on est à ce moment-là où on y va, on va. Alors, une fois qu'on est là, et on va au COMEX, là, les niveaux d'exigence montent d'un cran. Hein. C'est pour ça aussi qu'il faut savoir quand est-ce qu'on déclenche les stakeholders et si on veut avoir tout un COMEX intéressé à la transformation de la data, on a intérêt à savoir que derrière, il y a une exigence parce que ça, c'est les business, c'est tous les jours, etc., etc. Donc, j'ai envie de dire que tout d'abord, on a sécurisé les fondations, on s'assurait de notre plan, on a clarifié les why et à fur et à mesure, on déclenchait les sponsorships des différents membres de COMEX. Au début, beaucoup one-to-one parce que les problématiques sont très différentes entre les luxe, que les professionnels, que la supply chain. Mais une fois qu'on a la vision et qu'on a ces fondations qui vont délivrer de la valeur à tout le monde, là moi, je sais pas, je passe au COMEX tous les 3 mois et réunion patron des pays, etc., etc. Mais là, à ce moment-là, une fois qu'on est là, on a intérêt à être sûr de notre plan parce que
parce que là, il faut rendre des comptes. Donc là, on commence à rendre des comptes sur les résultats, bien évidemment. Donc là, on est moins dans la foi, on est Ok. plus sur les résultats. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. On arrive à la fin de de ce webinaire. Donc avant de vous remercier, euh, peut-être une phrase de la fin chacun. Moi, ma phrase, c'est que c'est une montagne russe. C'est vraiment, c'est fait des hauts et des bas. Et il faut tenir. C'est une vraie transformation d'entreprise de tous. Et donc, il faut s'inscrire dans la durée, et dans la résilience. C'est une aventure. Et puis, ce n'est pas facile, mais c'est sûr qu'on ne s'ennuie pas. Et chaque jour, on met une pièce et on est reparti pour un tour. Donc, voilà. Merci Isabelle. Nicolas? Alors, vraiment un mot, je vais revenir sur le triangle magique et sur le fait il faut que tout le monde travaille en même temps, hein. C'est-à-dire que les business, la techno et la gouvernance, où qu'elle soit, enfin la partie data, où qu'elle soit, il est important qu'elle travaille avec les deux autres composantes. Tout ça soutenu par une volonté d'acier des sponsors qui vont permettre justement l'émergence de ces cas d'usage à forte valeur, que ce soit en analytics ou en IA. Donc, un travail d'équipe, ça va pas se faire tout seul et c'est un vrai travail d'équipe. Merci Nicolas. Merci à tous les deux et à chacun d'entre vous. Euh, et Merci. à vous. À bientôt pour la semaine de la transformation. Ça n'est pas fini. Au revoir. Merci, au Merci revoir. beaucoup.